Madame, monsieur, bonsoir. C'est mardi, carte sur table. 2 thèmes structurent l'émission de ce soir. Évidemment, 4 invités. Alors que la communauté économique de l'Afrique centrale a été frappée ces derniers mois par une crise des devises, la situation semble progressivement revenir à la normale. La Banque des États de l'Afrique centrale met la pression sur les banques commerciales pour que celles-ci rapatrient vraiment leurs devises sur son compte d'opération plutôt que de les conserver à l'étranger. Les banques de la sous-région ont aussi joué un rôle majeur dans cette crise en prenant certaines libertés. Ces établissements préfèrent conserver les devises à l'étranger pour faciliter leurs opérations. Évidemment, je l'ai dit plus haut, toute chose que la Banque centrale veut corriger. Le rationnement effectif des devises ne pousse-t-il pas le Cameroun vers la récession? Que devrait être la solution? C'est la question centrale de ce thème qu'on va débattre en deuxième partie de l'émission dès 22h. Mais nous allons commencer en politique avec cette recommandation du Grand Dialogue National qui fait du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest la solution pour résoudre la crise dans ces zones. La crise que nous vivons est le produit donc des actions sécessionnistes, il faut le rappeler. Le statut spécial vient bientôt répondre à une demande des fédéralistes qui, opportunément, veulent tirer les marrons du feu allumés par les sécessionnistes. Satisfaire les fédéralistes convaincra-t-il, j'y arrive, les séparatistes de déposer les armes et arrêter la crise? Voilà la première question qui sera au menu de ce soir. Je l'ai dit, 4 invités, dont le parti défend évidemment le fédéralisme, c'est le SDF, mais on a également des représentants du PURS, du PAC et du RDPC. Emmanuel Kouni, bonsoir. Bonsoir, M. Dibita, et merci de me convier à cette réflexion il y a longtemps. Je suis passé par ici. Je crois que ce soir, nous allons essayer, n'est-ce pas, de nous pencher sur ces problèmes qui sont des problèmes d'actualité, qui sont des problèmes épineux, qui concernent notre nation. Ah bon, vous le dites comme ça, mais le SDF est souvent repassé par ici. C'est vrai que vous, à titre personnel, ça fait un moment. Évidemment que je suis heureux de vous retrouver. Vraiment, c'était sans méchanceté, il faut le croire. Merci d'être là à nouveau ce soir. Je l'ai dit, votre parti est purement et fondamentalement fédéraliste depuis sa création en mai 90. Tout à fait. On en parle dans une minute. Le temps pour nous dire bonsoir également à votre voisin de droite, Serge Gauthier Onanina, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dibita. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à nos nombreux militants du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale. Évidemment, vous êtes du parti de Serge Espoir Matomba. Merci d'être là. Juste en face de vous, Célestin Bédigui, patriarche, autorité traditionnelle, non moins président du parti pour l'Alliance libérale. Bonsoir. Bonsoir, M. Dipita, et bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Vous savez, la dernière fois, nous avions mis 2 ans avant que je revienne sur ce plateau. Cette fois, je n'ai mis que 2 mois. Voilà. C'est un progrès. Je vous l'aurais dit. Hein. Donc, on essaie de corriger à distance. Merci à nouveau d'être là ce soir. Et je crois qu'on fera moins de 2 mois la prochaine fois. Joseph Boutozé, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Évidemment, vous êtes du RDPC, spécialiste en management public, responsable comme de l'association des managers, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, c'est un privilège d'être dans un plateau comme celui-ci. Votre émission est quand même une référence sur le plan national et international. Merci, j'ai croisé les doigts pour que vous ne vous fassiez pas la remarque que c'est la toute première fois, donc ça n'a jamais existé. Allez, dans cette ambiance, on va donc entamer le premier thème, derrière la transition. Crise anglophone, les enjeux du statut spécial, c'est ce qu'on va développer en premier pour évidemment déblayer cette recommandation du Grand Dialogue National. Vous étiez, hein, Célestin Bédigui? Oui, j'étais à l'ouverture et j'étais à la clôture. Oh, d'accord. Je peux assister aux travaux. Donc vous avez observé de près comment... D'abord, je voudrais avoir votre sentiment d'entrée, avant peut-être l'analyse. Est-ce que cette proposition, cette recommandation semble être une approche, on l'a peut dire à l'entame, entre fédéralistes, sécessionnistes, la poire est coupée en deux, semble être une approche pour accélérer le processus de paix dans cette zone? Serge Gauthier. Monsieur Dipita, avant toute chose, je voudrais avoir une pensée, mais alors une pensée profonde à l'endroit de Florence Ayafor, puisque c'est ma première fois d'être sur ce plateau, à l'endroit de monsieur Polycarpe Icomé,
mais surtout à l'endroit de cet officier de police, il paraîtrait qu'il s'appelle aussi Polycarpe, qui ont été brutalement arrachés à la vie de la façon la plus abjecte, barbare et odieuse. Monsieur Dipita, il n'y a aucun idéal, aucun combat, aucune cause, aucune lutte qui justifie ce genre de barbarie, ce genre de cruauté, ce genre d'inhumanité, ce genre de méchanceté, de violence. Parce que les luttes, les combats, comme les guerres, il faut le dire, sont régis par les règles. Et lorsque ces règles ne sont plus basiquement et minimalement respectées, ça devient du simple terrorisme au-delà de la revendication. Moi, je voudrais ensuite, pour poursuivre dans cet élan, m'interroger sur le rôle de la société civile, des organisations non gouvernementales de façon générale. On les a vus abondamment sortir très souvent lorsqu'il y a eu des exactions du côté du système gouvernant, dont de l'armée. Mais lorsque on se permet, au nom d'une propagande à caractère politique, de décapiter une femme qui a les mains nues, qui est vulnérable, de décapiter un monsieur, d'en faire un élément de parade sur les plateaux des médias, il y a matière à s'interroger sur les intentions, non seulement de celles de leurs auteurs, mais surtout de leurs commanditaires. Parce que M. Fénelon, on ne peut pas, M. Dipita, on ne peut pas être en Occident, prétendre vivre dans un pays de liberté et de démocratie, et au nom de ces principes, et même de l'autonomie et du fédéralisme, de la sécession, appelez ça comme vous voulez, mais toujours est-il qu'il y a là la dynamique des conquêtes de liberté, qu'on soit à pratiquer les méthodes les plus barbares qui nous ramènent à l'âge de la pierre taillée. Je rappelle à toute fin utile que dans le cas de la crise anglophone, je ne sais pas si c'est une guerre, si c'est un mouvement terroriste, si c'est une contestation identitaire ou régionale, toujours est-il qu'il y a la Convention de Genève. Et la Convention de Genève encadre la question des personnes, des civils. La Convention de Genève encadre la notion des prisonniers de guerre. La Convention de Genève punit les homicides intentionnels. Alors, sont les futurs démocrates de demain qui vont obtenir et fédéralisme ou sécession avec des mécanismes, des méthodes autoritaires et barbares? Quel type de gouvernants, quel type de leaders, quel type de dirigeants seront-ils? Nous nous associons évidemment à cette pensée que vous avez exprimée à l'instant, à l'endroit, en la mémoire de l'officier de police du commissariat du 3e arrondissement de la ville de Bamenda, Paul Wana, dont la tête a été retrouvée dans un carrefour de cette ville. Il a été décapité par des personnes, des civils armés s'apparentant à des séparatistes qui, comme vous le savez, sévissent dans cette zone. Joseph Boudou, est-ce que l'approche, la solution, la recommandation faite par les participants au grand dialogue national tranche en deux la problématique fédéralisme, sécessionnisme, décentralisation aussi, le statut spécial accordé est-il une solution vers la paix? On pourra aisément répondre à cette question lorsqu'on aura mis le contenu dans le statut spécial. Aujourd'hui, on sait que les régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient d'un statut spécial, mais nous ne pouvons pas véritablement nous prononcer maintenant lorsque nous n'avions pas encore tous les contours de ce statut spécial. Mais déjà, c'est déjà une avancée, parce que, voyez-vous, il y avait vraiment des gens qui étaient là, les populations de ces deux régions-là étaient vraiment portées vers le fédéralisme. Ils auraient été très mal à l'aise qu'à la sortie du grand dialogue, qu'on s'y accroche sur une décentralisation avancée. Mais je crois que leur donner un statut spécial a quand même contribué à apaiser. Maintenant que le contenu qu'on va y mettre soit suffisamment dense
pour pouvoir véritablement leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Emmanuel Kounié. Oui, moi je pense que ce grand dialogue, pour ma part, c'est une montagne qui a accouché d'une musaraigne, même pas d'une souris. Parce qu'on ne peut pas, dans les conditions où nous nous trouvons, aller dans un dialogue avec objectivement 3 parties, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'État unitaire, les centralisés, les fédéralistes et les sécessionnistes, et avec l'objectif de régler une crise qui est créée par les sécessionnistes. Et puis, au cours de ce dialogue, que les sécessionnistes soient absents, parce que je crois qu'au cours de ce dialogue, personne n'a défendu la sécession. En même temps, le dit dans l'absolu. Non, personne n'a défendu la sécession. Tous ceux qui étaient là parlaient soit du fédéralisme, soit de l'État unitaire. Dit dans l'absolu, il faut quand même qu'on restitue les faits. Dit dans l'absolu que les sécessionnistes étaient absents, c'est un peu aussi ne pas donner tous les faits, puisqu'on a au moins vu ceux qui ont été désarmés. Ceux qui ont été désarmés n'étaient pas là pour la sécession. Ils n'étaient plus là pour la sécession. Je dis bien les sécessionnistes, ceux qui viennent défendre, dire nous voulons la sécession. Et qu'on essaye de les déradicaliser, qu'on essaye de leur expliquer que la sécession n'est pas, alors ne joue pas une bonne chose, et qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire un pas, peut-être vers le fédéralisme ou bien vers l'État unitaire. Ces gens-là, tous ceux qui étaient là, même ceux qui ont été désarmés, comme tout ce que vous voulez, étaient déjà des gens qui étaient partisans au moins du fédéralisme, au plus du fédéralisme. Donc, j'estime que la partie qui a provoqué ce conflit, ou bien qui est en train de faire ce conflit, était absent au débat. Et dès que cette partie est absente au débat, il y a un problème, parce que les gens ne peuvent pas dire que nous avons les maux de tête, vous leur donnez le médicament pour soigner autre chose. Donc, il faudrait comprendre, parce que nous risquons de donner ce statut spécial. Mais, bon, même si le contenu semble intéressant, si le contenu se rapproche du fédéralisme, comme on veut bien nous le faire croire, est-ce que c'est ça le problème des sécessionnistes? Il fallait causer avec eux. Moi, je crois que ces gens-là, un moyen ou un autre, il faudrait qu'on arrive à discuter avec eux à un moment donné. Parce que pendant qu'on était au grand dialogue, il y avait les lockdowns, les villes mortes. Après le grand dialogue, ça continuait, les tueries continuent, etc. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par ce qui s'est passé. Et ça, c'est un grand problème. On ne peut pas avoir un problème à régler et puis penser que les gens posent un problème et vous posez un autre qui n'ont pas posé. Vous essayez de trouver une solution à ce que vous avez posé et vous voulez les imposer aux autres. Nous, on peut le faire parce qu'on a dit qu'on règle ce problème dans le cadre de la Constitution. Mais ces gens ne sont plus dans le cadre de la Constitution. Ils ont pris les armes. C'est des gens qui sont en dehors de la Constitution. Et il y a un rapport de force sur le terrain. Il faudrait que le dialogue permette à ce que ceux qui sont sur le terrain avec les armes puissent déposer les armes et puissent rentrer dans la République. Mais je ne pense pas que tel que c'est parti, qu'on pourra y arriver. Et en plus, ce dialogue a accouché des recommandations. Nous, on a l'habitude de voir les recommandations. On a vu en 91 avec la tripartite des recommandations qui ont été mises en œuvre, enfin qui ont été formalisées en 96 par la Constitution par exemple. Donc aujourd'hui, on a fait 2 semaines, on n'a aucun résultat, n'est-ce pas, de ces recommandations. On ne sait pas, on nous dit que on va formaliser tout cela au sein de l'Assemblée nationale, etc., par des lois, et ainsi de suite. Mais j'ai peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets parce que c'est les mêmes acteurs et nous on a leur mode opératoire. J'ai peur que nous on n'aille vers un cul-de-sac. C'est la Zambéziki. Oui. Vraiment, je m'en voudrais de prendre la parole pour la 2e fois publiquement depuis la mort de Florence Ayafor sans avoir une pensée profonde pour cette dame. Et si vous permettez, moi, je voudrais que tout le monde s'y associe. On ne pourra pas observer une minute de silence sur le plateau, mais au moins je ferai 2 secondes de silence pour que ce soit bien marqué et qu'il soit entendu que ce qui s'est passé sur cette dame, c'est une ligne rouge qui a été franchie et qui doit absolument déterminer le Cameroun à changer de cap. Je suis tout à fait désolé d'avoir convié les téléspectateurs à cet exercice parce que le martyre de cette dame, d'ailleurs j'ai écrit un papier dessus que vous avez dû voir dans différents journaux, reflète le fond de la pensée
de ceux-là qui sont les auteurs de la crise actuelle. La crise du nord-ouest et sud-ouest qu'on prétend avoir pour cause la recherche, le désir ou la volonté d'instaurer un État amazonien. Je crois que lorsqu'on est arrivé à ce type d'acte pour un objectif donné, cet objectif-là est disqualifié de manière irrémédiable. Et rien ne peut justifier un tel acte sur une femme. Et de surcroît d'une manière aussi abjecte. Mais ce n'est pas seulement ces gens-là, cette cause qui est disqualifiée désormais à mes yeux, mais c'est ces gens-là, mais qui plus est, ceux qui, par leur silence, semblent les soutenir. Et c'est un silence assourdissant. Dans d'autres pays, un acte comme celui-là aurait dû être le sujet central du débat pendant, je pourrais dire, ad vitam aeternam. Il nous aurait permis d'ouvrir certaines portes qui sont restées fermées dans notre histoire et qui sont aujourd'hui la cause de ce qu'on peut appeler un contentieux historique. Parce que ce que cette dame-là a subi est à rapprocher de la mort de 500 000 compatriotes qui ont été tués dans la Sahara maritime et l'Ouest pour que le Cameroun, avant que le Cameroun ne soit indépendant. Mais toute chose qui est aujourd'hui ignorée. Il n'y a pas. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un pays, on peut avoir 500 000 personnes qui sont mortes pour une cause et qu'il n'y ait pas un tronçon de route qui s'appelle rue des Martyrs? C'est inconcevable. Moi, je suis une autorité traditionnelle. Des morts de sang comme celle-là, tant qu'elles ne donnent pas lieu à des rites de purification, quoi qu'on dise, peuvent expliquer les tourments dans lesquels est notre société. Et vraiment, je m'en voudrais s'il pensait que je trahissais, bien que je ne dirais pas son nom, si je ne le disais pas. Je suis allé voir une autorité du gouvernement. J'étais tellement révolté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous avez vu ce qui est arrivé à cette dame? Pourquoi le gouvernement est si silencieux? Mais dites-moi, comment peut-on l'expliquer? Il devrait avoir dans ce pays une prise de parole du Premier ministre et même pas, pourquoi pas du Président de la République. Il devrait avoir dans ce pays une mesure, une décision qui serait prise pour avoir au moins une journée de deuil national, pas seulement au nom d'Ayafor, mais pour tous les Camerounaises qui sont morts dans des conditions aussi inadmissibles. Il devrait avoir dans ce pays institution soit d'une journée nationale pour les martyrs du Cameroun ou l'institution d'une place au nom de Florence Ayafor, afin que nul ne l'oublie. Mais pourquoi dans ce pays la légèreté l'emporte à ce point? Alors, vraiment, je vous remercie de me donner l'occasion d'exprimer sur votre plateau mon indignation, parce que à côté de ça, nous avons parlé de ce qui s'est passé. Grand dialogue, c'était un amusement. C'était un amusement, monsieur Dipita. Vous imaginez, cette femme a laissé 3 enfants. Personne ne nous dit, personne n'a pris l'engagement de faire de ces 3 filles les pupilles de la nation. On y parlait du grand dialogue. Il n'y a rien eu à Yaoundé. Et j'en parle d'autorité. Il n'y a rien eu à Yaoundé qu'on appelle dialogue. Et j'en ai informé tout le monde, le grand public, en disant que, vous savez, il en est du droit, il en est de la politique comme du droit. La forme révèle l'intention. La forme révèle l'intention. Et la forme que les choses ont prise à Yaoundé révélait bel et bien que ceux-là qui étaient chargés de mettre en musique l'intention du chef de l'État se sont fourvoyés. Je ne veux pas leur faire un procès d'intention. Je lui dis se sont fourvoyés. Pourquoi? Je ne suis pas prisonnier de ce que nous avons fait à la tripartite au point de souhaiter qu'on organise une tripartite bis. Mais si on n'en juge pas les résultats, je pense que cela peut également se justifier. Nous arrivons, après que le président de la République ait demandé un grand dialogue. Pourquoi il demande un grand dialogue? Tout simplement parce qu'on est en crise du fait de l'incapacité des organes et des organismes institutionnels à résoudre, des capacités de certains organismes institutionnels à résoudre un certain nombre de problèmes.
le gouvernement n'a pas du tout pu résoudre le problème qui a conduit à la crise, l'Assemblée non plus, puisque vous voyez bien que la crise anglophone perdure depuis 3 ans, mais elle n'a jamais, malgré toutes les tentatives faites par l'OSTF, il faut leur tirer le chapeau, l'Assemblée n'a jamais accepté que ce problème, ce sujet soit porté à débat. Notre président de la République prend l'initiative, ou constate ce que je viens de dire, c'est-à-dire les institutions ne fonctionnent pas. Il faut trouver un autre moyen pour faire parler les Camerounais et que les Camerounais recherchent ensemble une solution. Il dit, je mets les institutions de côté, entre parenthèses, que le peuple vienne et que le peuple parle dans une grande catharsis. Et c'est de cette catharsis qu'émergeront les problèmes qui nous conduisent où nous sommes. Alors, nous y arrivons. Nous sommes 600 Camerounais venus de tous les coins du Cameroun. Première surprise, alors que, et je vais faire la balade. J'ai fini. Bon, première surprise, on arrive là, à la tripartite, on nous avait laissé parler pendant à peu près, et c'était modèle presque classique, pendant 3-4 jours. C'est au terme de ces 3-4 jours-là qu'avaient émergé les deux ou trois sujets qui ont donc donné lieu à la création de 2 commissions, c'est-à-dire la commission du code électoral et la commission de révision de la Constitution. C'est le débat en séance plénière qui permet que soient identifiés les sujets, les sujets. On arrive là, le Premier ministre, il dit, bon voilà, merci d'être venu, il y a 10 personnes qui vont parler. Il donne les noms, 10 personnes. Après, il y aura 8 commissions. Les voici, tac, 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 tac. Et curieusement, parmi les commissions, il y en a qui faisaient déjà l'objet, qui font l'objet d'organes qui ont été créés. Et pour faire encore plus ridicule, dans les sacs qui nous ont été donnés, il y avait les décrets portant organisation de ces commissions-là, notamment, pas de ces commissions, de ces organes-là. La commission, la DDR, et puis... démobilisation, décentralisation. Oui, ensuite, l'autre, qu'on appelle bilinguisme, ainsi de suite. Fallait-il venir au grand dialogue pour qu'on parle de ces choses-là? Première chose. Deuxième chose, des commissions sortent comme ça. Troisième chose, on nous dit, bon voilà, telle commission, le président c'est tel, les vice-présidents c'est tel, les rapporteurs c'est tel, les personnes ressources c'est tel. Voilà, monsieur, j'espère que tout le monde est décidé. J'espère que ce silence vaut approbation. Et c'est fini. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous avez appris que j'ai claqué la porte. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai dit, la manière de faire les choses veut justement dire qu'on ne veut pas que les Camerounais s'expriment. Alors, tant qu'à faire, moi, je participerai pas. C'est le résultat des courses. On est arrivé à quelque chose, j'appelle ça un machin, on l'appelle statut spécial. Qu'est-ce qu'il y a dans ce statut spécial? Nous autres, nous avons fait. On en parle une minute. Oui. Non, de relancer peut-être... Oui, non, vous permettez, juste terminer tout de suite. Lorsque nous autres, nous avons exactement fait la même proposition, on n'a pas de statut spécial, nous l'avons implémenté. En disant que dans ce statut spécial, il faut prendre les dispositions pertinentes du fédéralisme et voir comment on peut les fourrer dans cette espèce d'enveloppe. Toute chose que cette commission-là s'est bel et bien gardée de faire, disant au président de la République, à qui on rendit une copie blanche, monsieur le président de la République, redonner aux mêmes institutions qui n'ont pas pu régler un certain nombre de problèmes, de donner le travail pour qu'elles implémentent ce Et ça permet de relancer, Joseph, au regard au moins de la qualité des participants à ce grand dialogue national, si on peut citer certains, le cardinal Christian Thomy, Nidjan Foundi, le leader du social-démocrate, ils font des personnalités civiles comme Eric Tchindier. On ne peut quand même pas non plus dire que rien ne s'est fait à Yaoundé, Joseph. On ne peut véritablement pas dire que rien ne s'est fait. Vous savez, lorsque vous organisez un événement et qu'il n'y a pas de la critique, c'est que l'événement n'a pas été un événement de qualité. Si il n'y a pas eu de forme de position quelconque, c'est qu'il n'y a même pas une dynamique autour de l'événement. Donc moi je ne suis pas surpris de la prise de parole de M. Bédigui, qui voudrait absolument revenir à la tripartite. Mais je voudrais vous rappeler que quand il y a eu la tripartite, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la scène politique aujourd'hui, qui est encore tout petit, qui ne peuvent pas remémorer la tripartite. Il y a d'autres Camerounais aujourd'hui qui voudront, au prochain regroupement des Camerounais, prendre pour référence le grand dialogue. Parce que j'observe dans l'environnement que tous ceux qui étaient au grand dialogue et qui n'ont pas été convaincus par le grand dialogue prennent toujours pour référent la tripartite.
Nous, dans l'avenir, nous on prendra pour référent dans 28 ans. On prendra pour référent le grand dialogue. Enfin, moi, je pense que le président de la République a décidé l'organisation du grand dialogue parce que c'était une demande qui était dans l'environnement. Le président de la République, qui est un manager, ne peut se référer qu'à son environnement pour prendre des décisions qui doivent impacter le Cameroun. Et c'est cet environnement qui, 24 mois, pendant 24 mois, 2 ans, demandait la tenue du dialogue. Il voulait que les Camerounais s'asseyent et dialoguent. Mais c'est que je suis surpris qu'au moment où il accorde dans ce grand dialogue, que les mêmes gens qui voulaient le dialogue soient les premiers encore à les critiquer. Et je voudrais rappeler... je voudrais rappeler à tous les Camerounais qui nous écoutent et qui ont la position de mon voisin de gauche, que lorsqu'un événement se produit, il y a ce qu'on appelle le front office et le back office. Parce que les gens interviennent comme si tout s'est passé dans le front office, c'est-à-dire lorsque la partie visible. Or, le Premier ministre a eu à recevoir des gens, le Premier ministre a eu à recevoir des propositions. Moi, je suis porte-parole de l'association des managers diplômés de l'Institut supérieur de management public. Nous avions en préparation, c'est-à-dire en prélude de ce dialogue que nous savons qu'il allait finir par arriver, organisé un groupe de travail où nous avions produit un document de 33 pages et nous avions apporté ce document à l'attention du chef de gouvernement. Avec des propositions, par exemple, le statut spécial? Bon, nos propositions étaient globales. Enfin, on avait 2 propositions phares. La première était sur l'éducation dans son ensemble et la deuxième sur la réorganisation de la forme de l'État. Non, pas la forme de l'État et même réorganiser le Cameroun administrativement dans son ensemble. Okay. Nous avions apporté ces solutions et beaucoup de Camerounais ont apporté ces solutions. Donc, les seules propositions qui ont été prises en compte et qui vont continuer à prendre en compte parce que le grand dialogue n'est pas encore fini. Vous savez, en management, on parle de chaîne de résultats. Vous m'apprenez le management. Non, je sais, je ne m'adresse pas à vous, monsieur. Je m'adresse au Cameroun. Je sais que vous cherchez. Non, pas du tout. Voilà. Allez-y. Je voudrais dire en management, il y a ce qu'on appelle la chaîne de résultats. Et la chaîne de résultats constitue d'abord les résultats qui sortent d'une action. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'outputs qui sont sortis du grand dialogue, qui sont sortis du grand dialogue. Après ces premiers résultats, nous allons maintenant regarder ce que ces résultats apportent dans l'environnement camerounais en termes d'effets. On ne peut pas déjà demander les effets du grand dialogue à peine le grand dialogue est terminé. Et dans 10-15 ans, on pourra regarder si le grand dialogue a impacté la vie sociale au Cameroun. Vous ne pouvez pas demander les résultats de moyen terme, à court terme. Vous ne pouvez pas demander les résultats de long terme, à court terme. Aujourd'hui, nous on se contente d'abord des premiers résultats qui sont sortis du grand dialogue et ces résultats, lorsqu'ils seront mis en œuvre, pourra dans un premier temps constituer des effets et à la fin des impacts. Et puis le Cameroun n'est pas fait pour vivre 10, 20, 30, 50 ans. Le Cameroun, c'est un État qui va vivre aussi longtemps que le monde existerait, sauf si vous voulez me dire que la fin du monde, comme disaient certains groupes religieux, que la fin du monde est proche. Mais aussi longtemps que le monde existerait, le Cameroun existera. Ne croyez pas que tous les problèmes du Cameroun seront résolus à notre ère. Merci. Si aujourd'hui le Cameroun est État unitaire décentralisé, peut-être dans 150 ans, le Cameroun sera un État fédéral. Sur la question des participants, est-ce qu'on peut rejeter comme ça dans 150 ans? Mais puisque le Cameroun sera là dans 150 ans, les recommandations faites avec de nouveaux Camerounais qui auront d'autres besoins qui vont peut-être aller au-delà du fédéralisme. Merci Joseph. Vous avez la parole, Gauthier. Alors, monsieur Dipita, je
considère le Cameroun comme une famille, c'est-à-dire schématiquement. Une famille qui est en crise et dont les membres sont appelés à résoudre les problèmes afin qu'il y ait une harmonie dans la collaboration et la cohabitation des membres de la dite famille. Lorsque le diagnostic de la crise est posé, les membres de commun accord sont d'accord qu'ils doivent s'asseoir autour de la table pour discuter des déterminants de cette crise. C'est ça le dialogue. Comment pouvez-vous appeler à dialoguer et puis contester le dialogue par la suite, avant même qu'il n'ait lieu? Dans la famille, lorsque il y a un contentieux qui oppose les différents protagonistes. La politique, premièrement, de la chaise vide a toujours des conséquences sur les absents. Je ne veux pas que ce soit mal pris, mais le SDF en sait quelque chose. En politique, toute chaise vide a des conséquences réelles sur les absents. Si on prend le cas du grand dialogue, Florence Ayafor a été décapitée le jour où le grand dialogue a commencé. C'était une prise de position claire. C'est pour ça que quand vous évoquez les sécessionnistes, moi je ne parle pas d'eux. Parce qu'ils ont pris une option claire, ils ont demandé le dialogue, ils n'ont pas l'intention de dialoguer. Parce que vous ne pouvez pas demander une entrevue, une discussion, et le jour où la discussion doit être entamée, même si vous n'êtes pas d'accord sur les déterminants, vous devez venir à la discussion, crier haut et fort pour que votre voix soit entendue. Peut-être au prix de vos cris, au prix de votre gesticulation, au prix même de votre courage à vous lever et aller menacer l'arbitre, même de le frapper de coups de poing, il peut se rebiffer et reconsidérer sa position. Mais lorsque vous vous absentez, ça a un impact important sur la vie de la famille en question. Nous parlons là de la famille Cameroun. Je voudrais également dire, vous me dites, est-ce que les participants sont crédibles ou pas? Vous savez, on peut être des bords différents, mais l'essentiel que les uns et les autres doivent retenir, c'est le port. Quel est le port? Le port, c'est le Cameroun. Le port PORT. Là où nous allons, nous cheminons tous. Au-delà des intérêts partisans. Nous avons un pays dans lequel les populations s'entredéchirent, les individus s'entredéchirent au nom des intérêts. Et ces grands individus mettent en difficulté la base. La base crie de douleur. Elle se tord. Son cœur saigne. Elle nous invite à nous asseoir, nous les grands décideurs, pour pouvoir trouver les solutions pour son bien-être. Et quand vient le moment, nous nous rebiffons. C'est un problème. Vous venez, on a parlé tout à l'heure d'une théâtralisation. Je voudrais rappeler que tout État fonctionne sur la base d'institutions. Et les institutions sont le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. C'est là-bas où les décisions se prennent. Le grand dialogue est une institution informelle, elle n'est pas formelle. Cela veut dire que pour que tout ce qui a été fait dans le grand dialogue ait un effet réel, que les institutions que nous subissons aient échoué ou aient réussi, nous devons, c'est de ce côté que cela doit être fait. Et c'est pour ça que le grand dialogue existait, pour être capable de rappeler aux uns aux autres, au-delà des thèmes et des commissions qui ont été retenues, qu'il y a quand même un dysfonctionnement institutionnel dans ce pays. Le relever, pendant qu'on cherche aussi des solutions, pointer du doigt sur les échecs de ces différentes institutions. On ne peut donc pas, à un moment, penser que on va refaire un dialogue bis. Ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Le plus important est, il faudrait que chacun se pose cette question. Que va-t-on retenir de moi dans les 10 années à venir? Va-t-on penser que j'ai fait partie de ceux qui ont refusé que les Camerounais se retrouvent dans la paix parce que j'ai boudé un dialogue? Ou bien j'y suis allé malgré tout et je me suis battu
au maximum de mes forces et de mes efforts pour pouvoir arracher à ceux qui continuent à mal gouverner ce pays de bonnes résolutions. C'est pour ça que nous, au BURS, monsieur, pour terminer sur cette question, Dipita, nous sommes sceptiques. Ce n'est pas parce que nous sommes sceptiques. Nous sommes sceptiques quant à l'implémentation des recommandations. Nous sommes sceptiques. Parce que quand le grand dialogue a commencé, on a beaucoup communiqué. Il y avait un appareil télévisuel. Mais le monsieur du RDPC parlait, Joseph, il parlait de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Vous parlez de management. Mais dans le management, on communique. On communique quoi? On fait un chronogramme. Il y a un chronogramme des activités. De telle date à telle date, nous ferons ceci. C'est pourquoi communique-t-on? Pour taire d'abord les détracteurs, pour rassurer les sceptiques. Chronogramme des activités, actions à mener, responsables désignés et suivis. Si depuis que le grand dialogue était terminé, on avait dit clairement à notre grand public, à nos populations, qu'à partir de ce moment, le rapport est à la présidente de la République. Le président avait l'agenda, celui de Lyon, mais l'administration se poursuit. On devrait dire à la présidente de la République, ça se retrouve à tel niveau, dans telle cellule, la cellule en question à 3 jours. Après les 3 jours, ça ira à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Tout le monde saurait clairement quel est le processus de décision ou d'action qui est mis en place. C'est ce silence-là, et c'est par là que je chute, c'est ce silence-là qui continue. Et c'est des réactions comme celle de Célestin Bézégué. Oui, parce que même s'il a contribué, parce qu'il a dit, il n'a pas démissionné clairement, mais il a tiré la sonnette d'alarme. Il y avait des dysfonctionnements autour desquels ou sur lesquels il n'était pas d'accord, mais finalement il a pris part parce qu'il fallait réfléchir sur le Cameroun. Maintenant qu'ils ont réfléchi sur le Cameroun, que se passe-t-il? Silence total. Va-t-on forcément d'abord attendre l'Assemblée nationale le mois de novembre pour la session ordinaire? Entre-temps, de l'autre côté, si on avait suffisamment communiqué, peut-être que ceux qui décapitent atrocement les populations auraient mis... Emmanuel Pougné, y a-t-il risque de frustration des 8 autres régions? Déjà, on ne sait pas ce qu'il y aura dans ce comment vous appelez, dans ce statut spécial. Moi, quand on enfume les Camerounais comme ça, moi, ça m'embête énormément. C'est-à-dire, les gens ne prennent même pas au sérieux ce qui nous arrive. Parce que on a parlé tout à l'heure des gens qui devaient venir, tout le monde devait être là, d'accord. Mais on a dit, le SDF a proposé quelques préliminaires. On a demandé de prendre un texte ou je sais pas, de prendre une disposition pour qu'il y ait l'admissible. Vous ne pouvez pas avoir des mandats d'arrêt sur des gens et puis vous leur dites il faut que tout le monde vienne. Tout le monde vienne faire quoi? Puisqu'il y a des gens qui sont prêts à arrêter tout le monde. Qu'est-ce qui coûtait de dire bon, il y a amnistie générale, il faudrait que les gens viennent s'asseoir autour d'une table pour faire le dialogue. Vous maintenez, n'est-ce pas, des mandats d'arrêt sur les gens et vous dites il faut qu'ils viennent. Mais il faut être sérieux, vous ne pouvez pas prendre les gens pour des enfants. Et puis quand vous créez ce genre d'environnement, il faut faire très attention. Parce que je me rends compte que les gens sont en train de vanter trop le dialogue. Et c'est pas parce qu'on vante les dialogues que tous les dialogues sont bons. Il y a même des mauvais dialogues. Il y a des dialogues qui créent plutôt des situations qui sont des dialogues aggravants des situations. Donc il faut éviter, parce qu'il y a des dialogues où, quand on les fait, même le Soudan a fait des dialogues. Et par la suite, le pays a été coupé en deux. Donc il faut faire très attention. Il vaut mieux ne pas faire de dialogue que de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que nous sortons d'une histoire qui va peut-être finir par de la roublardise, excusez-moi le terme. Parce que ces gens, on les connaît. Ils ne sont en train de rien dire. Et puis, ils se disent que nous allons justement bavarder comme on est en train de le faire là, nous essouffler sur les plateaux, et en définitive, on va se fatiguer, et puis la vie va continuer. Moi, je crois que quand on est allé à ce dialogue, c'était pour un objectif précis. Le chef de l'État lui-même l'a dit pendant son discours, que 75% de son discours était réservé à la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, au sortir de ce dialogue, on devrait avoir un impact sur la situation du nord et sud-ouest. Mais, à défaut de cela, on nous parle de l'éducation, de la santé, du fait qu'il n'y a pas de les routes, je ne sais pas où, il n'y a pas la lumière à tel coin. Mais écoutez, il y a un problème majeur. C'est la crise que nous vivons et la guerre entre le nord et le sud-ouest. Mais ça influence tout le fonctionnement du Cameroun. Le système économique est complètement en délabrement.
beaucoup de choses. La sécurité n'existe plus dans notre pays, du moins pour ce qui est de ces deux régions-là. Donc, si nous finissons le grand dialogue et qu'on continue à faire des spéculations comme on fait là, moi je crois que le dialogue, je ne sais même pas si ça valait la peine, parce qu'un dialogue comme celui-là, pour moi, c'est un projet pour résoudre un problème. Et un projet suppose qu'il y a une problématique bien déterminée, qu'il y a des attentes qu'on se fixe, et qu'au cours du dialogue, on essaie de voir quelles sont les stratégies, les actions, les tactiques, tout ce que vous voulez, à mettre en œuvre pour atteindre les attentes compte tenu de la problématique. Mais je ne pense pas que c'est ce qui a été fait là-bas. Les gens sont allés là-bas pendant 4 jours et ce format-là, je vous dis que ce format ne peut pas produire quelque résultat que ce soit. Parce que les concernés, les commanditaires de cette crise étaient hors du dialogue, et puis ce dialogue qui a été fait par d'autres personnes ne peut pas penser les résultats. Monsieur Dipita, il faut qu'on sache une chose. Dans une crise, il faut savoir faire des concessions. Je ne suis pas l'avocat des gouvernants. Au départ, il y a eu des préalables, libérer tel. 333 prisonniers ont été libérés. À la fin? Oui. Ceux d'un parti politique également ont été libérés. C'est la manifestation d'une volonté. Mais il faut que ceux qui sont autour du président de la République arrêtent de consommer sans modération sa pensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils pensent par eux-mêmes. Le président a fixé le cap. Que font les autres? C'est le premier ministre chef de gouvernement qui est le président de cette commission. Que fait-il? Que fait-il avec son équipe? De l'autre côté, je parlais de la concession de la volonté. Pendant que le gouvernement fait un effort de libérer les uns et les autres, même si certaines personnes restent encore incarcérées, quel est l'effort que la partie d'en face fait? Monsieur Bédiki, je prends tous à témoin sur le plateau. On suppose que chacun d'entre nous est marié, n'est-ce pas? Si nous sommes mariés et que nous avons notre épouse qui est en contentieux avec nous, quel que soit le niveau de tension, qu'il y ait médiation ou pas, que nous décidions chacun de se parler droit dans les yeux, pour qu'il y ait une évolution positive de la situation de notre couple, il faut que chacun accepte de céder une part du sien. Mais pourquoi dans cette affaire de crise anglophone, il n'y a qu'une partie qui cède? L'État a beaucoup cédé. Il faut savoir que nous sommes dans un État. L'État a beaucoup cédé, peut-être pas suffisamment, mais elle fait des efforts pour céder. Je voudrais en même temps voir, pendant que j'exige que l'État continue à faire montre de volonté politique à travers des actes concrets, des actions concrètes, je voudrais également que de la part de ceux qui revendiquent le bien-être, parce qu'il paraîtrait que... Ce n'est pas de ceux qui revendiquent, s'il vous plaît. Il faut déjà savoir ce qu'ils revendiquent avant de leur demander de céder. Le dialogue aurait permis... Le dialogue aurait permis... Il faut savoir ce qu'ils revendiquent. Monsieur, quand vous parlez du bien-être, vous êtes hors sujet. Monsieur, le dialogue aurait permis... On n'a jamais demandé de revendiquer le bien-être. Je crois que nous avons un modérateur. Allez-y, allez-y. Je peux être désagréable et vous étouffer. Oui, mais vous avez parlé, vous donnez la parole. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Voilà, le dialogue aurait permis à chacun de venir exprimer ses positions, sa volonté, ses besoins. Les gens sous mandat d'arrêt. Emmanuel. Les gens sous mandat d'arrêt viennent faire quoi dans le dialogue? Il veut passer par où pour arriver? Emmanuel. Mais c'est pas possible. Emmanuel, on le laisse terminer, vous pourrez rebondir après. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, ils auraient pu demander des garanties. Les ont-elles demandé? La troisième approche, nous sommes sur dans le monde du digital. Et c'est là, à ce niveau que j'interpelle le gouvernement de la République. Terminé. Hein? Nous avons Skype. On peut faire des téléconférences avec ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou ceux qui se sont radicalisés, puisqu'on parle d'un dialogue qui se poursuit. Pourquoi penser que le dialogue se poursuit, qu'on explore toutes les formes, toutes les voies, tous les mécanismes possibles? Merci. Moi, je suis jeune, je ne voudrais plus vivre dans un Cameroun dans lequel je sais que j'ai des amis d'une partie. J'ai beaucoup de camarades qui sont anglophones. Peut-être certains sont d'une certaine génération, mais je suis de cette génération qui a côtoyé beaucoup d'anglophones. Ça me fait mal. C'est pour ça que quand j'échange avec passion. Merci. Célestin, en répondant, vous allez également ajouter à la réponse à cette question de savoir si les autres régions, les 8 autres, ne seront pas frustrées. Oui. Donc je voulais dire, pour rebondir ce qui a été dit par M. Moutou, j'ai au cours un peu d'histoire, c'est même pas d'histoire, un peu d'actualité antérieure. Au cours de la campagne présidentielle, j'ai choisi de soutenir la candidature de M. Biya, du président Biya, au motif que je m'engageais à lui dire toujours
ce que je crois être la vérité. Pour que sur sa table, il ait deux propositions, c'est-à-dire celle que moi je présenterai, peut-être d'autres, et celle du RDPC. Ça, c'est vraiment la ligne que je me suis fixée. Et par rapport au dialogue, ce que j'ai émis comme réserve entre dans cet esprit-là. Je devais dire au président que ce qui se passe là n'est pas ce que vous avez pensé. Parce que, M. Mboutou, ce qui s'est fait là, ce n'était pas dans l'intention. Ce n'est pas comme ça que le président voulait que ça se passe. Nous, peut-être pensez-vous avoir le monopole de la pensée du président. Permettez-moi de mettre quelques réserves. Ce n'est pas dans cette intention-là, ce n'est pas cette intention-là que le président voulait que ça se passe. Et j'ai pris mes responsabilités sur les réserves que j'ai faites et que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que je croyais que vous alliez relever des choses qui n'allaient pas sur ces réserves-là. Je l'ai informé, j'ai dit, Monsieur le Président, ce qui est en train de se passer en ce moment au grand dialogue n'est pas dans la ligne que je pense que vous aviez en invitant au grand dialogue, pour lequel nous avons milité, nous autres, pendant des mois. Je ne peux pas à la fois, d'une part, clamer sur tous les plateaux de télévision qu'il faut le dialogue, demander qu'on libère les uns les autres le jour du dialogue. Je ne suis pas là. Du coup, quand j'ai écouté le président, j'ai bien lu, et sachant, j'ai bien lu son discours, je me suis rappelé de ce que nous avons fait il y a 28 ans, la manière dont les choses sont faites. J'ai dit, je crois humblement que de l'avoir pratiqué pendant presque toute une génération, j'arrive un peu à décrypter quelles sont ces intentions. Et ce qui s'est passé là n'était pas du tout, mais ça ne s'est pas passé dans l'esprit qu'il souhaitait. Pas du tout. La preuve, lorsqu'il nous avait convoqués pour la tripartite, monsieur, peut-être vous étiez peut-être au berceau encore, le pays est en crise. Le pays était vraiment en crise. Vraiment sans... Le pays était en crise. Et lorsque nous sommes allés, il faut apprendre ou de ses expériences ou de ses succès, ou même peut-être de ses échecs. Lorsque nous sommes allés, le but poursuivi était de sortir le pays de la crise. Voilà. Et au terme des travaux, nous, autres oppositions, qui avions convié le pays aux villes mortes, au terme des travaux, dès le lendemain, nous avons rempli notre part. Les villes mortes se sont arrêtées. Personne ne nous a renvoyés à 150 ans plus tard, au prétexte que le Cameroun est éternel. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux. On peut bien défendre le RD, je parle le président. Non. Personne ici n'a le monopole de la compréhension ou du discernement que le président a de la situation. Et je dis, malheureusement, parce que ce que nous avons fait qui a c'est exceptionnel. Très peu de pays, d'ailleurs, ça doit être institutionnalisé, que chaque 20 années, on fasse venir les Camerounais et qu'on les laisse parler. Comment on peut faire venir les Camerounais, M. Mboutou? C'est le problème que je pose. Moi, je suis un chef traditionnel. Quand il y a une crise dans ma communauté, je fais venir toute la communauté. Ça prend le temps qu'il faut, j'écoute. On ne peut pas faire venir toute une communauté et puis on les prive de parole. C'est le problème que je pose en pensant qu'on a le monopole de la compréhension du problème politique camerounais. Depuis quand? Parce qu'on a été érigé à telle position il y a, c'est pas moi, il y a une année. La politique, c'est pas le décret, c'est une expérience, c'est une pratique. Alors, on peut toujours attendre 150 ans, mais pendant ce temps, nous autres, nous en avons marre de voir des Camerounais qui se tuent. À l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai vécu au Maquis quand j'étais jeune. Quand j'avais votre âge, bon, on vivait paisiblement, on sortait. J'étais directeur de brasserie du Cameroun dans le pays anglophone. Je voyageais partout. Partout, en 1983. Quand j'apprends aujourd'hui que vous ne pouvez pas prendre le risque de le faire si vous ne voulez pas qu'on vous égorge, c'est absolument effarant. Et quels sont les gens qui s'égorgent? C'est nos enfants. Alors, on ressort par en fait la question centrale, vous allez certainement ajouter, mais on ressort par la question centrale. Alors, c'est tant il est vrai que les séparatistes, eux, veulent dialoguer à condition qu'on ne parle que de la séparation, et que de l'autre côté, on parlait de la poire coupée en deux tout à l'heure en accordant le statut spécial qui satisferait davantage les séparatistes. Est-ce qu'on peut dire que, ou alors est-ce qu'on peut penser que satisfaire les fédéralistes
pourrait convaincre d'abord la population et qui sait peut-être les séparatistes? Joseph Boutouza. Vous savez, Dipita, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que dans l'environnement, il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui était pour une décentralisation avancée, un groupe qui était pour le fédéralisme. Il y avait les séparatistes. Les séparatistes n'ont rien de commun, ni avec ceux qui veulent le fédéralisme, ni avec ceux qui veulent la décentralisation. Ils n'ont rien de commun. D'ailleurs, ils l'ont dit. J'ai lu l'interview d'Ayoub Tabé à Jeune Afrique qui vient de sortir là. Ils ne sont ni avec les fédéralistes, ni avec ceux qui veulent l'État unitaire décentralisé. Ça veut dire que les problèmes du Cameroun, comme eux-mêmes ils le disent, ne les concernent pas. Le grand dialogue n'était même pas une préoccupation pour eux. Ils ne pouvaient même pas y venir. Tout ce que les sécessionnistes veulent, c'est un État qu'ils appellent l'Ambazonie. Et tant qu'ils n'ont pas cet État-là, ils vont continuer le combat. Parce que le sécessionnisme est une idéologie. Parce que quand M. Bédigui veut dire qu'à la sortie de la tripartite, il n'y a plus les villes mortes, vous pensez qu'à la sortie du grand dialogue, on pouvait arriver à une situation où il n'y a plus de sécessionnistes qui veulent continuer à exercer le sécessionnisme, à poser des actes? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que le sécessionnisme est une idéologie. Dites-moi dans quel pays où il y a des élans sécessionnistes et où ça s'est estompé directement, quel que soit le niveau de dialogue, quel que soit même le niveau de médiation. Tant qu'il y aura cette idéologie au sein d'une partie de la communauté anglophone, il y aura toujours des actes de terrorisme, comme on en voit partout dans le monde entier. Et c'est pour cela que c'est un peu plus délicat. C'est inexact. Mais c'est la vérité. Donnez-nous un exemple. Vous me laissez vous répondre? Oui, répondez-moi. Oui. Vous permettez? Non, après 2 semaines de médiation, s'il vous plaît, l'idéologie sécessionniste est directement partie. Je vous dis, mon ami Kougny, il énonce la solution. Parce que tout simplement, il fallait parler avec les vrais interlocuteurs, ceux-là qui ont mis le pays en crise. Les sécessionnistes, s'il vous plaît. Pas. Absolument, absolument, monsieur. Vous allez voir. Est-ce que la c'est moi qui ai la parole. Je devrais terminer. Maintenant, vous dites que ça ne peut pas arriver. Moi, je vous dis, vous n'en savez rien. Il est toujours possible, comme Kougny l'a dit, de s'adresser directement à ces gens-là. J'ai une fois dit quelque part que pour régler ce problème, il faut que les 2 protagonistes, on trouve moyen à faire sur la Laissons Joseph Boutouza terminer. Je disais que le sécessionnisme est une idéologie qui se transmet d'ailleurs de père en fils, parce que les velléités sécessionnistes n'ont pas commencé actuellement au Cameroun. Ça va seulement en s'intensifiant au fur et à mesure où les héritiers de cette idéologie-là deviennent intellectuellement plus capés, deviennent matériellement plus capés. On va vivre avec ça. Tant que le Cameroun va exister, de temps en temps, des mouvements sécessionnistes vont se réveiller. On ne peut pas totalement dire que au sud-ouest ou au nord-ouest, il n'y aura plus de gens qui auront l'idéologie sécessionniste. Merci. Vous ne pouvez donc pas nous dire qu'à la sortie du grand dialogue, 2 semaines après, qu'on pouvait arriver à une situation où les sécessionnistes ne pouvaient plus poser des actes. Vous avez remarqué que le sud-ouest aujourd'hui est un peu plus calme par rapport au nord-ouest. Non, c'est faux. Et cela, mais le sud-ouest est un peu plus calme. Le dialème est hors de portée, cher monsieur. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Mais c'est légèrement plus calme que le nord-ouest aujourd'hui. Permettez-moi. Je voudrais... Moi, monsieur Koundé, ne prenez pas les affabulations d'un type qui se cache dans le bourgeon du BLM et qui fait des vidéos dans les réseaux sociaux et vous croyez que c'est ça qui fait le trouble dans le sud-est aujourd'hui. Je vous dis, les populations du sud-ouest que j'ai interrogées, que ce soit à Kumba, à Boya principalement, là où il y avait vraiment des tensions, sont unanimes sur le fait que après le grand dialogue, il y a quand même eu à calmer au niveau du sud-ouest.
Qui on a encore tué dans le sud-est après le grand dialogue? Qui on a encore tué? Il y a encore eu quel fait vraiment grave? Il y a eu quel fait vraiment grave au sud-ouest après le grand dialogue? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas imposer aux Camerounais de croire que du 30 septembre au 4 octobre, rien ne s'est fait au palais des congrès de Yaoundé. Ce n'est pas vrai. Et vous croyez que les Camerounais étaient les seuls à suivre le grand dialogue? Pourquoi des voix se sont élevées dans le monde entier à travers nos partenaires bilatéraux, nos partenaires multilatéraux, pour dire, merci Joseph, s'il vous plaît, en guise de mot de la fin, juste une minute. Je voudrais dire que ce problème-là, tant que nous n'avons pas accepté de faire un diagnostic juste, toutes les thérapies vont être des thérapies fausses. Le diagnostic, c'est lequel? Le diagnostic, c'est la vérité, c'est que dans les terroristes. Non, dans les années. Qu'est-ce que vous appelez terroriste? Dans les années, le terrorisme peut même être. Ça peut être une réaction terroriste. On décapite une mère d'enfant. Laissez Joseph terminer sur le premier thème. Je voudrais vous dire que dans les années 59-60, si le nord et le sud du Cameroun ont connu si l'unité nationale s'est cimentée, c'est parce que le nordiste s'est installé au sud et a gouverné le Cameroun. Si en 92, M. Frundi avait gouverné le Cameroun pendant 3 ans, il n'y aurait jamais eu de crise anglophone. Et ça, je vous le dis, prenez ça comme vous voulez. C'est un rêve qui ne va jamais seul. Mais alors, non, je ne parle pas de fou. Je voudrais vous dire ceci. Je voudrais vous dire ceci. Les anglophones aujourd'hui, puisque vous voulez savoir. Vous croyez que nous n'avons des pressions? Permettez-moi. Les anglophones aujourd'hui. Écoutez, les anglophones aujourd'hui, ceux qui sont sécessionnistes, même le fédéralisme pour eux, ils estiment que s'il y a le fédéralisme aujourd'hui, c'est trop cher payé, 3000 morts, etc. Rien à Fumban, quand les Frontières ont eu le fédéralisme, il y avait aucun, on n'a même pas giflé quelqu'un, il n'y avait pas de mort. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pour eux, les sécessionnistes, ma petite enquête que je fais au quotidien me fait savoir que ils peuvent, écoutez-moi bien, ils peuvent laisser tomber la sécession contre. Il fallait les amener au grand dialogue. Si vous les connaissez, contre le pouvoir. Vous ne les connaissez pas? Si vous ne les connaissez pas, il fallait les amener contre. Mais vous ne voulez même pas que je vous dise ce que je voulais vous dire. Mais je vais vous dire que c'est la sécession ou le pouvoir. Parce que personne n'a jamais eu le pouvoir au Cameroun par l'élection. Monsieur Biya a eu le pouvoir par un arrangement constitutionnel. Je pense qu'on doit moins être. C'était la même chose pour monsieur. Récemment en 2018, monsieur Biya a eu le pouvoir. Joseph Emmanuel. Quand vous avez le pouvoir, vous pouvez vous arranger alors que vous n'avez pas des élections. Oui, je vous donne la parole. Comme c'est le cas. Une seconde. Mais on doit au moins être d'accord que les sécessionnistes veulent parler de rien d'autre que de la séparation du Cameroun. Vous n'avez pas causé avec eux, donc vous ne pouvez pas le dire. Ça, c'est les préjugés. Je ne pense pas qu'ils veulent seulement la séparation. Vous le dites sur la base de quoi? Leur leader en chef dans un interview accordé à Jeune Africain. Une seconde. Emmanuel. Causer avec eux, que les Camerounais se parlent entre eux. Emmanuel, vous avez terminé. Oui, j'ai terminé. Vous n'avez quand même pas le monopole d'accès aux sécessionnistes, aux séparatistes. Non, j'ai parlé avec eux. Une seconde. Vous n'avez pas le monopole d'accès aux séparatistes. Donc permettez-moi de dire qu'eux ne veulent pas parler du Cameroun. Ils veulent parler de la séparation du Cameroun. Ils demandent le plus pour avoir le moins. Emmanuel, vous me laissez parler? Oui, je vous dis ce que je vous laisse modérer. Vous me donnez la parole et vous la reprendrez quand vous voulez. Alors, je voulais juste dire, aujourd'hui, on donnait les résultats des élections législatives au Canada. Canada, oui. Oui, vous les avez suivis. Et j'ai noté qu'il y avait un parti qui se réclame, un parti indépendantiste, qui est arrivé, je crois, 3e ou 4e. Et je veux dire là qu'il y a une issue, une possibilité ou un terrain sur lequel un accord peut être, une convention peut être engagée avec les sionistes en leur disant, écoutez monsieur, on comprend bien votre revendication. Au lieu de l'exprimer par les voies terroristes, changez votre stratégie, devenez un parti politique et venez essayer de défendre cette position-là. Si un jour vous arrivez à l'Assemblée, vous avez la majorité à l'Assemblée et que ça aboutisse à à la possibilité de matérialiser votre projet, ok, vous permettez, cela pourrait prévaloir. Ça veut dire ne pas utiliser. Vous permettez que vous avez été un soutien de vous permettez, monsieur, vous avez été un soutien de monsieur. Vous permettez, non, monsieur, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour oui, mais terminé parce qu'on a pris 5 minutes de plus sur ce thème. Oui, je voulais dire ceci, qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas une issue possible. Parmi les choses qui peuvent être
proposer à ces sécessionnistes, pour autant qu'on prenne le risque de leur parler directement, on va leur dire, monsieur, changez de tactique, n'utilisez pas le terrorisme pour faire avancer votre cause, sortez de la Est-ce que ça peut être une solution de court terme? Est-ce que Ayoub Tabé a travaillé ici à la SONEL pendant 15 ans, tout le monde l'a vu? Est-ce que ça, monsieur veut dire que ça peut être une solution de court terme? Joseph, laissez-le terminer. Elle a proposé de transformer, je me répète malheureusement, d'exprimer leurs revendications sur une base ou par des voies politiques. Et la solution peut être trouvée sur ce chemin-là. En 2 semaines. Mais parce que la crise aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait que les gens aient pris des armes et tuent d'autres Camerounais. On n'interdit à personne de dire qu'il veut l'indépendance de son village. Mais ce qu'on dit aux gens, non, vous voulez l'indépendance de son village, d'accord, essayez de faire aboutir votre revendication par des voies politiques, pas en égorgeant d'autres Camerounais, M. Mboutou. Dernière prise de parole sur la question, Serge Gauthier, et puis on passe. J'ai perdu le fil de la question. Bon, disons, en réalité, il était question de savoir si satisfaire. On est parti, hein, vraiment c'est un choix, on est parti du fait que l'approche du statut spécial répondrait davantage aux fédéralistes. Et on est donc parti de ce fait-là pour se demander si convaincre les fédéralistes pourrait également calmer ou alors tempérer les volontés séparatistes. Alors, les volontés séparatistes, de mon point de vue, doivent être corrigées par l'armée. Parce qu'il y a des pertes en vies humaines qui sont graves. Concernant les fédéralistes, maintenant on peut, à l'intérieur du statut spécial, puisqu'il n'a pas encore un contenu réel, le construire de façon à ce que les fédéralistes s'y retrouvent et les acteurs de la décentralisation pousser également. Ça dépendra. Mais quant aux sécessionnistes, moi je suis un adversaire et dans notre parti, nous sommes des adversaires. Nous avons commencé à militer pour le dialogue depuis 2016. Nous avons fait beaucoup de sorties. Lorsqu'il y a déjà de la terreur d'un certain niveau, je pense que les uns et les autres ne sont plus dans la négociation. Parce que quand on nous dit il faut leur parler, mais il y avait un cadre d'échange. Le cadre d'échange se poursuit. Ils ne font pas d'efforts pour pouvoir entrer dans le cadre d'échange ou contacter les autres. Ayoub Tabé a servi une interview à Jeune Afrique, je l'ai lu dernièrement, dans lequel, quand on parle, il dit, en tous les cas, ça concerne la République du Cameroun. Tout ce qui concerne la République du Cameroun ne nous concerne pas. Moi, je ne parle pas des étrangers, je ne veux pas être entré dans l'ingérence. Il est dans son état imaginaire. Malheureusement, son état imaginaire, les personnes de son état imaginaire tuent les individus de l'état du Cameroun, qui très souvent sont des innocents. Alors à ce moment-là, parce que j'entends des choses graves sur ce plateau. On dit il faut qu'on dialogue avec Ayoub Tabé. Pourquoi il y a des mandats d'arrêt? Pas dialoguer avec que le président Paul Biya-Doua dialoguer en tête à tête avec Ayoub Tabé. Pourquoi? Ça c'est un crime de lèse. Le monsieur Dieu. Je perdrai le fil de mon laissez Serge Gauthier, je vous en prie. Allez-y. Pourquoi certains sont encore aux arrêts? C'est bien de le dire. Mais c'est bien aussi de se rappeler les bras coupés des enfants. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut forcément que quelqu'un paye. S'il y a 500 personnes, on peut libérer 499, il faut que quelqu'un paye. Parce que le parent, le frère, la sœur, le cousin, le neveu, l'ami lointain de cet enfant décédé ou amputé, qu'est-ce qu'on fait de lui? Quand il se souviendra qu'un jour il était en train d'aller simplement à l'école et que des individus avec lesquels il n'avait rien à faire ont décidé d'amputer son bras au nom du droit à l'éducation. C'est ça, ce sont des questions basiques. Au-delà de ce qu'il faut causer avec tel ou tel, il faut également regarder cet aspect de la question et ne pas faire des individus, des personnes incontournables dans la marche d'un pays. J'ai parlé du port. C'est le port Cameroun qui est important. Ce ne sont pas des individus qui constituent des blocages de tous les côtés qui sont importantes. C'est bon à savoir parce qu'on a l'impression qu'il y a une fixation sur des individus. Si l'individu là n'est pas assis à la table de négociation, le pays ne va pas marcher, fonctionner. Les gens ne vont plus manger chez eux. Les gens ne vont plus aller au travail et n'ont plus le droit d'aller au travail. Est-ce normal?
Vous allez me dire qu'on fait de la politique, mais ce type de politique-là est vraiment dangereuse pour le bien-être d'un pays. Merci à vous pour cette première partie. On va entamer un second thème essentiellement économique. Ce sera évidemment sur la crise des devises pour savoir si le Cameroun peut éviter la récession. C'est juste derrière la transition. Alors la problématique elle est connue, je l'ai dit dès l'entame de l'émission. La BEAC a décidé un rationnement effectif des devises et nous on s'interroge pour savoir si ce rationnement-là ne pourrait pas pousser notre pays à la récession. Si tel est le cas, que devrait-on faire? Quelle devrait être la solution? Emmanuel Kouni, aujourd'hui, depuis l'implémentation déjà des mesures de la BEAC en vue au moins de stopper ces sorties de devises-là, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux? Disons que les opérateurs économiques se plaignent, continuent à se plaindre. Ils continuent à se plaindre parce que les délais, n'est-ce pas, de réalisation de leurs demandes de devises continuent à s'allonger et ils ne peuvent pas payer leurs fournisseurs tranquillement. Et puis, il faut noter qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs cas de figure. Par exemple, pour les gens pour les entreprises qui se réassurent, et leurs actifs peuvent avoir un coût comme ce que nous avons eu à la Sonara. Parce que pendant que vous retardez, n'est-ce pas, pour qu'on puisse transférer l'argent à vous de réassureur, si votre actif prend feu, vous risquez de perdre vos actifs. Donc, c'est une situation assez compliquée. C'est assez compliqué. Bon, ce rationnement permet aussi à la BEAC d'essayer de contrôler, de discipliner les opérateurs économiques, je veux dire les multinationales, les banques, qui ont pris sur eux ou sur elles de ne pas rapatrier, n'est-ce pas, leurs devises comme cela se doit. Donc, il y a une certaine indiscipline, il y a des déviants que la BEAC essaie de voir comment corriger, mais je dis que c'est assez compliqué. Et ça sera toujours compliqué tant que notre économie va être une économie qui dépend du pétrole, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai suivi le ministre du Plan, qui était d'ailleurs ici à Douala, je crois que c'était le 29 juillet ou quelque chose comme ça, pour mener une réflexion sur du territoire, pour mener une réflexion sur la deuxième phase de leur programme Horizon 2035, qui disait clairement que la première phase, n'est-ce pas, de l'exécution du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la première phase n'a pas atteint les objectifs et que il pensait que le gouvernement devait pouvoir, n'est-ce pas, réfléchir sur le thème comment faire du secteur privé le moteur principal de la transformation structurelle et de la croissance de notre économie. C'est-à-dire qu'il faudrait que le secteur privé soit celui qui va, n'est-ce pas, se mettre la locomotive pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, la transformation structurelle de notre économie, pour nous permettre d'aller vers la croissance, peut-être pour entrer dans d'autres chaînes de valeur, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller vers l'industrie, etc., des choses comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est intéressant de le dire, mais nous rendons compte que l'État ne joue pas son rôle. L'État, honnêtement, parce que l'État devrait quand même être un facilitateur avéré, l'État devrait être un accompagnateur avéré des opérateurs économiques, mais on se rend compte qu'il y a un jeu qui se joue au sein, n'est-ce pas, de l'activité économique chez nous, qui fait que tout est tiré par le bas. Si vous regardez, j'ai suivi un économiste à Yaoundé qui a l'habitude de passer sur le plateau de télévision, dire que oui, il y a des gens qui sont en train de nous faire croire que c'est eux qui payent les impôts, mais on voudrait leur dire que c'est les étrangers qui paient les impôts à 70%. Et c'est très dangereux parce qu'il n'y a aucune économie au monde, aucun pays au monde qui s'est développé économiquement, qui s'est vu développer économiquement sur la base des activités des étrangers. C'est les nationaux qui développent l'économie. Et je vais aller plus bas pour vous dire que si vous allez au marché de Mbopi, qui est le plus grand marché de l'Afrique centrale, c'est ce qu'on dit, vous allez voir qu'à la date d'aujourd'hui, les boutiques du marché de Mbopi sont à 70% occupées par des étrangers. Et c'est une manœuvre qui est dangereuse parce que les opérateurs économiques nationaux sont petit à petit poussés vers l'informel. Et je vous assure que ça devient très compliqué parce que ces opérateurs économiques étrangers ont la propension à rapatrier leurs devises
à garder leur devise chez eux, à faire partie de leur argent, etc. Et ça complique la tâche. Donc nous sommes dans un désordre économique qu'il faut essayer de voir comment régler. Il faut mettre un peu de l'ordre dans notre économie. Sinon, on s'en sort. La BEAC a-t-elle la politique de ses moyens? Je pense que si politique la BEAC a, c'est par le temps qui court une politique qui n'est pas de nature à soutenir la croissance économique. Et en l'économie, en fait, il faut écouter ce que disent les gens de la rue. Et le leitmotiv, ces temps derniers, c'est il n'y a pas d'argent. Mais sur le tableau à côté, on vous dit les banques sont sur liquide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la personne qui doit régler un tel dysfonctionnement ou une telle asymétrie, c'est le gouvernement. Mais que fait le gouvernement? Alors, je ne vais pas ici clouer au pilori les responsables gouvernementaux des secteurs économiques, mais force est de constater que le Cameroun aujourd'hui, s'il a un problème, c'est d'abord le problème économique. La question économique est la question centrale. Tout ce qu'on appelle soit politique, les enfants qui se tuent, c'est pourquoi? C'est l'inactivité. Et si les gens, il y a une activité, c'est parce que l'économie n'a pas suffisamment d'argent. Parce que c'est l'argent transformé en activité qui fait que chacun se retrouve avec de quoi vivre. Alors, quand la BEAC pratique une politique de rationnement, comme elle le fait, notamment en devises, elle freine les activités d'un certain nombre d'entités économiques et est en train lentement de pousser le Cameroun vers la récession. J'étais à Yaoundé, je suis allé entrer à Mahima et j'ai vu qu'il y avait des rayons qui devenaient presque vides. J'ai fait la dame, j'ai dit que mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus... Elle dit non, on n'a pas. Et le garçon qui était là, le type qui était une espèce de chef de rayon, il me dit on n'arrive pas à recevoir de la marchandise à temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé les factures antérieures, c'est-à-dire les quantités de devises mises à leur disposition ne leur permettaient pas de régler leurs fournisseurs. Et ça, c'est très grave quand on est sur une pente comme celle-là. C'est-à-dire on est en train d'entrer en session et le phénomène est amplifié ou renforcé par le fait que une province comme la province du Sud-Ouest, qui sur beaucoup de branches, notamment l'agriculture, a vu ses performances chuter de près de 80%. La CDC, il ne faut plus y compter. Tout ce que vous pouvez compter là-bas comme agro-industrie, c'est vraiment la porte ouverte vers la récession. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement que le gouvernement, et le Nigeria l'a fait il y a quelques jours d'ailleurs, le gouvernement intime l'ordre aux banques qui sont sur liquide qu'il faut que 60% de leur total bilan soit injecté dans l'économie, c'est-à-dire finance les activités des opérateurs économiques. Première chose. Deuxième chose, la banque, c'est maintenant la BEAC, le gouvernement serait au relais en demandant la baisse du taux d'intérêt. Parce que c'est avec ces deux mesures-là, en réinjectant l'argent dans l'économie, vous allez voir la relance venir d'elle-même, étant entendu qu'à moyen terme, il faut qu'on sorte de cette logique d'ajustement monétaire, parce que l'ajustement qui est en cours, il n'est plus structurel. C'est-à-dire on diminue les administrations, on diminue telle fonction d'État. Non, la voie qui a été choisie, c'est celle d'un ajustement monétaire. Il faut absolument que l'on en sorte. Il faut qu'on sorte de l'ajustement monétaire et qu'on permette que, à partir de la devise que nous utilisons, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui viennent, des touristes qui viennent parce que ça coûte moins cher de venir vivre dans un hôtel 5 étoiles au Cameroun. Et cela nous conduit vers quoi? C'est-à-dire ça nous conduit indubitablement vers une dévaluation qui va redonner un souffle au pays. Alors, c'est la difficulté qu'il y a à mettre sur une carte, sur une table, toutes ces mesures qui doivent être prises pour que la croissance revienne. On reste dans des formules bureaucratiques du genre le DCE numéro 2 qui absolument ne comprennent pas la nature, ne prennent pas en compte la nature du problème réel camerounais qui s'exprime. C'est-à-dire tout le monde vous dit là-dehors, il n'y a pas d'argent, mais il faut tout faire pour que l'argent sorte. Alors que avez-vous le sentiment que les responsables monétaires ont pris la mesure du problème? Monsieur Dipita, pour vraiment répondre à la problématique de ce soir,
il faut d'abord partir du fait que lorsqu'on parle du problème des devises dans notre contexte, c'est d'abord le problème de la monnaie. Voilà. Et pourquoi c'est le problème de la monnaie? Il faut commencer donc par expliquer d'où viennent nos devises. Nos devises viennent de l'effort que nous fournissons sur le plan national. Cet effort nous permet donc de produire. Et lorsque nous allons à l'extérieur vendre ce produit-là en dollars ou bien en euros, une partie, c'est-à-dire la moitié, reste dans notre compte d'opération qui est dans le trésor français. Et la moitié de ces devises viennent donc au Cameroun. Ces devises sont retenues par la BEAC et en échange, la BEAC produit une quantité de francs CFA correspondant à cette quantité de devises et ça permet d'augmenter la masse monétaire qui est en circulation dans le territoire. Voilà l'un des processus de création de la monnaie. Maintenant, lorsque nous voulons plutôt maintenant importer, parce que là c'est le processus d'exportation, lorsque nous voulons maintenant importer, comme on n'a pas une monnaie proprement dite, il nous faut le soutien de ces devises pour pouvoir payer nos factures à l'extérieur. Comme on nous a donné les devises quand on allait vendre, quand on va acheter, on devrait ramener ces devises-là. Et maintenant, les devises ne sont plus suffisantes pour que des gens continuent à importer en désordre. C'est pour cela qu'il faut qu'on commence même à regarder au Cameroun qu'est-ce que nous importons. Parce que si nous continuons à importer du ciment par exemple, alors qu'il y a déjà deux cimenteries au Cameroun qui peuvent satisfaire la demande locale et que nous continuons à importer du ciment en utilisant notre masse de devises qui nous sert pour nos échanges extérieurs, c'est qu'il y a un problème. Il faut véritablement qu'on commence à regarder quoi nous importons. Et il faut que les Camerounais travaillent davantage. Et surtout, que nous essayons de consommer au maximum ce que nous produisons. Vous allez voir que, regardez combien de Camerounais vont en Turquie, dans tous les pays, acheter des vêtements pour ramener ici. Pour faire toutes ces transactions-là à l'international, il nous faut des devises. Mais est-ce que c'est des transactions qui nous sont utiles? Voilà le véritable problème aujourd'hui. Il faut que il faut véritablement que la BEAC contrôle la sortie de devises. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment laisser des gens aller apporter des produits sans grande valeur ajoutée et qu'on peut nous trouver localement et épuiser notre stock de devises. Et en plus, il faut bien que l'État continue de consommer. Imaginez un seul instant qu'on laisse le libre cours à tous les hommes d'affaires d'importer comme ils veulent, d'épuiser notre stock de devises. Et si l'État a un problème, comme nous sommes agressés de partout là, par Boko Haram, par l'Ambazonie et tout, et que l'État a besoin seulement, par exemple, d'acheter du matériel de sécurité, et que cette transaction ne peut plus se faire parce qu'il n'y a plus de stock de devises, ça pose un problème. Nous en avons toujours besoin d'un stock critique qui peut nous permettre de faire des dépenses utiles à tout moment. Moi, je crois que voilà, de façon ramassée et terre à terre, ce que les gens doivent comprendre sur ce problème de rationnement de devises par la BEAC. Serge Gauthier. Oui, monsieur Dipita, je ne suis pas économiste. Je ne suis même pas proche de la formation, n'est même pas proche de l'économie. Ce que j'ai cru comprendre quand même, en lisant un peu, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie internationale qui peut passer partout. Et que pour que nous fassions des transactions avec les autres, nous avons une monnaie internationale que nous achetons. Mais pour l'acheter, tout cela dépend de notre capacité à vendre suffisamment à l'extérieur. Si nous vendons suffisamment, nous avons suffisamment de cette monnaie. Plus nous achetons, plus nous perdons plus. Et ce qui se passe dans le Cameroun, c'est que nous perdons plus parce que nous achetons beaucoup à l'extérieur, plus que nous en vendons. Ça veut dire que nous produisons très peu à l'exportation par rapport à ce que nous importons. Alors, ça c'est la première chose que j'ai comprise. La deuxième, c'est que dans mes lectures, j'ai appris que les banques, certaines banques ne jouent pas franc jeu. Elles préfèrent confisquer les devises, cette monnaie donc qui facilite, à l'international pour se faire du bénéfice ailleurs que de la rapatrier. C'est une analyse des économistes. La troisième des choses, c'est que les compagnies pétrolières également qui vendent
le pétrole à l'international au moyen de cette monnaie de change, refusent également de rapatrier parce qu'elles ne font pas confiance au système bancaire. Alors, quelles sont les solutions? Est-ce que la BEAC pourrait résoudre ce problème? C'est ce que je crois comprendre à travers votre question. C'est peut-être une voie de solution immédiate, mais pour nous, au PURS, c'est une voie de solution peut-être ponctuelle, mais peut-être paresseuse sur le long terme ou le moyen terme. Parce que en interne, au-delà de la BEAC, le Cameroun va certainement se retrouver en train d'augmenter les droits de douane, peut-être augmenter la pression fiscale et s'endetter en termes de devises pour résoudre ce problème. Du coup, le problème n'est pas entièrement résolu. On risque d'aller vers la dévaluation. La rareté des devises risque encore de revenir, ressurgir en surface. Que faire donc? Première des choses, quelqu'un l'a dit sur le plateau, il faut suffisamment produire pour suffisamment importer. Faisons une analyse simple. D'après notre curiosité, le riz que nous consommons au Cameroun nous fait dépenser à l'international entre 250 et 350 milliards de francs CFA. Voilà de l'argent bloqué dans cette monnaie de change. Le poisson que nous consommons, nous ne le produisons pas, pourtant nous avons l'océan. Plus de 150 millions de francs CFA. Milliards de francs CFA. Merci. Tout le monde mange du pain ou des beignets. C'est donc du blé. Nous n'en produisons pas. Environ 100 de milliards. Quand on a ajouté à cela de l'huile de palme que nous produisions suffisamment jusqu'à un moment et que nous exportons, ici nous importons déjà au Gabon et puis ailleurs, il y a matière à s'interroger sur notre capacité à produire, parce que si nous produisons tout cela, notre argent ne va plus aller être confisqué dans le système international. Donc, problème de gouvernance et incitation à produire au maximum. Ensuite, la crise anglophone, quelqu'un l'a dit également sur le plateau, a son incidence. La banane et l'EVA nous permettaient d'avoir un maximum de devises. La CDC ne fonctionne plus. Du coup, on ne vend plus cette banane à l'international. Ça, c'est la première solution. Produit au maximum pour ne plus avoir, et ce que nous consommons le plus, pour ne plus avoir voir notre argent sortir. Deuxième voie de solution, il faut que nous apprenions à produire des produits à forte valeur ajoutée. Lorsque nous produisons le poivre de Penja et nous le vendons en brut, il paraît que le kilo pourrait osciller autour de 2000, peut-être plus. Mais si on le fait en produit fini de l'huile du poivre de Penja, des graines de poivre de Penja, on prend 10 kilos. Si on prend 2000, ça fait 20 000. Avec tout cela, on peut faire des grains, on peut faire de l'huile. Si la bouteille d'huile en elle seule peut coûter 2500, on est sûr qu'on a au moins 5 bouteilles. Ça dépasse déjà les 20 000. produit du travail en total. Vous avez la démonstration pour voir vous. Alors, ça veut dire que, de façon concrète, les produits manufacturés, si nous transformons localement, les produits, nous ne les vendons pas de façon brute. Ce qu'on parle de matière première, nous avons plus de possibilités de vendre plus cher. Il s'agit d'orienter la politique vers les investissements, vers les transformations locales. Tout à fait. C'est le cas de cacao. Quand nous le vendons brut et par rapport à quand nous le vendons transformé, nous sommes perdants. Le beurre de cacao en kilo coûte 25 000. Le kilo coûte 1200. Vous voyez? Donc limiter les importations et encourager la production locale. J'ai deux autres propositions rapides. Il faut que les politiques de contrôle de change soient rigoureuses. Parce qu'elles existent, mais elles ne sont pas rigoureuses. Je prends des cas simples. MTN, Orange, Cameroun, on cite les entreprises. On ne va pas les citer. Bolloré. Prenons la téléphonie, prenons les entreprises de téléphonie mobile étrangère qui sont financés par des étrangers ou dont les étrangers sont détenteurs. Que se passe-t-il avec leurs bénéfices? Ils rapatrient les bénéfices chez eux. Le gros des bénéfices chez eux. Téléphonie mobile, cimenterie, électricité et transport et logistique. On connaît un Français qui est dans ce domaine. Alors que faire? Que doit faire l'État? L'État doit contrôler les mécanismes
en imposant qu'une bonne partie de leurs bénéfices soit réinvestie localement. Sinon, c'est tout notre argent en termes de bénéfices qui va là-bas. Donc, il faut que ces lois qui existent, monsieur du RDPC, soient mises en place. Il y a plus de rigueur pour que finalement, ceux qui investissent ici ne partent pas avec nous toute notre richesse. Merci. Dernière chose, monsieur Dipita, si vous permettez, il faut que nos compatriotes qui eux aussi investissent à l'étranger pensent à retourner les investissements. Mais il faut que le climat des affaires, il faut que il soit en moteur de sainteté avec le système gouvernant. Si on prend quelques exemples, si M. Dangote ou autres, c'est des compatriotes, Wolfokam ou Fotso, ont des gros investissements à l'étranger et que, après qu'ils aient eu des bénéfices, c'est l'argent au départ, pour être concret, c'est l'argent camerounais qui a aidé à construire l'entreprise à l'étranger. L'entreprise fonctionne bien. Elle a des bénéfices. Que se passe-t-il lorsqu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec le système gouvernant? Ils préfèrent réorienter ces bénéfices dans d'autres pays. Et du coup, le Cameroun est perdant. Merci. Il faut donc qu'on pense à les inciter à ramener tout cela, ou une bonne partie de cela, chez nous, et nous aurons plus ces problèmes. Je vous ai vu noter, c'est sûr que vous avez d'autres choses à ajouter, mais ma question est de savoir, est-ce que les mesures de la BEAC aujourd'hui, est-ce qu'on peut les évaluer? Est-ce qu'on peut penser qu'elles jouent bien leur rôle d'équilibre, leur rôle pour au moins tasser cette problématique-là d'exportation? Oui, la BEAC, c'est de l'équilibrisme. Hein, c'est de l'équilibrisme. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire comme ils peuvent, mais ça peut claquer d'un moment à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne maîtrisent pas le sujet, ils ne le maîtrisent pas vraiment. Je voudrais vous dire pourquoi. Ils ne maîtrisent pas parce que les devises en elles-mêmes sont d'abord mutualisées. Hein, les devises, c'est pour toute la région. Mais pour parler du cas de notre pays particulièrement, j'ai entendu dire que nous on importe beaucoup et qu'on produit ce qu'on ne consomme pas. C'est vrai. Mais il faudrait comprendre. Et moi, je crois que quand le ministre du Plan dit que parle de la transformation structurelle de l'économie, c'est parce qu'il a compris que nous ne pouvons pas être tout simplement des producteurs de matières premières. Mais il faudrait qu'il y ait des infrastructures qui permettent, n'est-ce pas, cette transformation dont nous sommes en train de dire là. Il faudrait qu'il y ait l'énergie, il faudrait qu'il y ait les routes, il faudrait qu'il y ait de l'eau, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'autres choses. Et je crois que le fameux DSE, dont M. Benzingui disait tout à l'heure, avait pour objectif, justement, dans sa première phase, de nous doter de toutes ces choses-là. Malheureusement, on a déversé des milliards, à ne plus en finir, sur des projets structurants qui ne sont pratiquement pas mis en service pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes obligés de permettre au secteur privé de se prendre en main. C'est-à-dire que l'État doit susciter, au Nigeria par exemple, en l'an 2000, quand le président Obasanjo est arrivé au pouvoir, en 99, en 2000, il a décidé de créer des milliardaires. Il a dit, je veux créer au moins 50 milliardaires. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les grands importateurs pour leur dire, écoutez, vous avez déjà une chaîne de valeur. Vous avez déjà, puisque vous importez, vous vendez en masse, vous avez le cycle de distribution que vous maîtrisez déjà. Je voudrais que vous compreniez que l'État va vous soutenir à partir de maintenant. On va vous donner des moyens, on va vous accompagner, on va vous organiser, on va vous pousser pour que vous soyez capable de produire ce que vous importez. Par exemple, Dangote importait le ciment et le sucre à l'époque. On lui a dit, écoute, par rapport au ciment par exemple, vous allez importer 75% de ce que vous importiez d'habitude cette année, l'année prochaine 50%, l'année d'après 25%, et à la 4e année, vous devez pouvoir couvrir le marché. Mais faites votre projet dans ce sens. Et on les a soutenus. Et au terme d'un certain délai, il y a eu des milliardaires qui ont été créés par l'État, qui sont devenus les grands champions et qui investissent aujourd'hui partout ailleurs. Ils sont d'ailleurs Dangote par exemple chez nous. Alors, il faut noter que, je prends un cas très récent. La BICEC doit être privatisée. Comment on l'appelle? La Finland First Bank est, je peux dire, notre seule multinationale proprement dite chez nous, puisqu'ils ont investi en Europe, en Chine, au Canada, et même en Guinée équatoriale, dans d'autres pays africains. Mais
cette banque a soumissionné et a présenté son offre. Mais ceux qui étaient chargés, n'est-ce pas, de gérer cette affaire ont préféré les Marocains. Je dis que c'est une banque camerounaise qui est en train de faire des choses, c'est une multinationale camerounaise qui est en train de faire des choses à l'étranger. Ce qu'on aurait dû faire, c'est que corriger même l'offre pour permettre à un national, n'est-ce pas, de s'accaparer de cette institution. Et puis, c'est pas tout. Il n'y a pas fait la transparence, c'est ça? Non. Transparence avec les étrangers. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Monsieur, quand vous êtes, par exemple, en France, on protège l'industrie locale ou l'économie ou l'entrepreneur local, il n'y a pas de transparence avec des gens qui vont apporter tout. Mais je veux dire qu'à offre égale préférence locale, c'est compréhensible. Voilà. Mais je veux dire que si l'offre n'est pas identique... Non, on ne peut pas le dire. Puisque si ces gens ne pouvaient pas, n'est-ce pas, faire ce boulot, ils ne seraient pas au Canada, ils ne seraient pas dans toute l'Europe, ils ne seraient pas en Guinée équatoriale, ils ne seraient pas partout ailleurs. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, dans ces choses-là. Et puis, il y a les petites et moyennes entreprises. Dans tous les pays du monde, c'est les PME qui font entrer des devises. Mais on se rend compte chez nous que tous les PME sont sinistrés. Les PME, l'État passe des commandes aux petites et moyennes entreprises. Et quand les petites et moyennes entreprises ont réalisé ces travaux-là, l'État ne paye pas. Il y a en 2018, j'ai suivi, c'était en fin 2017, le chef de l'État dans son discours, dire que la priorité devait être le paiement, n'est-ce pas, de la dette des petites et moyennes entreprises. Et on a évalué ça à peu de 500 de milliards. Le ministre Moutazé, qui est devenu ministre des Finances, a commencé par un audit. Je crois que l'audit a duré 3 mois. Et quelques temps après, on nous a dit l'audit est terminé. On a sorti, je crois, 13 milliards. Et silence radio. Il allait plutôt maintenant commencer à nous dire qu'on fait le contrôle des fonctionnaires fictifs, etc., en laissant tous ces milliards là derrière. Alors, moi je dis, la gouvernance économique est mauvaise. Le casting de ceux qui gouvernent notre économie ne tient pas debout, ne tient pas bon. Il faudrait peut-être que le chef de l'État lui-même puisse le comprendre et qu'il comprenne que nous ne réussirons pas, n'est-ce pas, à industrialiser notre pays avec ces gens-là qui gouvernent notre économie parce que la politique économique qui est mise en œuvre n'est pas la bonne et je ne sais pas comment nous ferons parce que nous ne pourrons pas avoir des devises en produisant, en vendant les matières premières à l'étranger. Il faut transformer et comme le ministre du Plan a dit, si nous pensons que nous allons entrer dans d'autres chaînes de valeur, il faudrait bien que l'État se discipline, que l'État joue son rôle et entièrement son rôle, ce qu'il n'est pas en train de jouer aujourd'hui, et qu'il comprenne que lui-même, l'État, est à l'origine, n'est-ce pas, de toutes ces difficultés. Y a-t-il d'autres leviers à corriger, Célestin? Oui. Malheureusement, personne ne semble y penser désormais. Et quand je dis désormais, c'est parce que je me souviens que pendant la campagne présidentielle, j'ai été celui-là qui était chargé, ça allait sur les PTA, les plateaux de télévision et de radio, pour défendre le programme économique du candidat Biya. Et à l'époque, dans la proposition qui a été faite, on avait retenu que nous devrions modifier le modèle économique du Cameroun. Parce que jusque-là, on a une économie qui est fondée sur l'import-substitution. Puisqu'il s'agissait, si nous transformons les matières localement, qu'on ne se limite plus à la satisfaction de notre petit marché camerounais ou même de la CEMA, mais plutôt qu'on vise le marché mondial, comme le font les tigres du sud-est asiatique. Ça permet d'avoir des unités de production d'une plus grande taille qui absorbent plus de main-d'œuvre et rapportent au pays beaucoup plus de devises. Ça, c'était le nouveau leitmotiv du modèle économique que le président devait mettre en œuvre. En réalité, ça s'appelle une insertion de notre pays dans les chaînes de valeur ajoutée mondiale. Par opposition au modèle d'import-substitution où pour ne pas importer des allumettes, on va créer une Alor. Pour ne pas importer des pics, on va créer Icrafon. Sauf que Icrafon et une Alor ne desservent que le marché de la sous-région. Alors on dit, s'il faut rester dans la production des allumettes, il faut faire venir des usines qui ont plus en capacité. Et lorsque l'élection est passée, ce modèle-là que nous avons vendu et qui semblait vraiment accueilli, auquel le président avait adhéré, a été oublié complètement. On est resté sur le même train-train quotidien, parce que on constate quoi? On constate que depuis à peu près une dizaine, voire même une quinzaine d'années,
en dehors de Dangote, et peut-être ça peut être une brasserie qui a d'ailleurs fermé aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investissement industriel majeur au Cameroun. Est-ce que vous imaginez ça? C'est incroyable. Vous êtes dans une ville comme Yaoundé, il n'y a aucune industrie. Une ville de 4 millions d'habitants. C'est extraordinaire. Et même les entreprises industrielles du portefeuille SNI, elles fonctionnent toutes au ralenti, alors qu'on a la possibilité de les relancer. Et les difficultés qu'ont la plupart des entreprises, c'est cette disponibilité, cette facilité d'accès aux ressources financières. Et on parlait tout à l'heure de l'absence de devises, et ainsi de suite. Nous avons une économie qui est une industrie qui est extravertie, au sens où elle utilise un pourcentage faible de composantes locales. Donc nous sommes astreints, en dehors de ce qu'on trouve dans les supermarchés, la plupart des petites unités industrielles que nous avons importent beaucoup ou de la matière première ou bien des composantes et autres. Alors, quand la possibilité pour ces entreprises-là de maintenir un niveau de fonctionnement optimal est bridée par le fait qu'il n'y a pas de devises mises à leur disposition pour que l'appareil de production continue à fonctionner normalement, on se retrouve dans la situation où nous sommes, parce que la plupart des entreprises maintenant, vous allez dans les zones industrielles, elles réduisent le niveau d'employés parce que le niveau d'activité a baissé. Alors, il existe une alternative, c'est celle-là que le président a évoquée, c'est changer le modèle économique du pays. Maintenant, c'est ceux-là qui ont la charge de mettre le pays sur cette orbite-là, c'est ceux-là qu'il faut aujourd'hui interroger. Je me suis permis à une ou deux reprises de poser la question, quand on a commencé cette histoire du DC2, DSES, la question que j'ai posée a été de savoir, mais nous allons maintenant élaborer un deuxième DSE, mais quel est le modèle de croissance ou le modèle de développement économique que nous choisissons? Aucune réponse n'est apportée à ce problème-là. On rentre à nouveau dans la situation qu'on a connue au début des années 80, où en guise de politique économique, c'était les revues de la Banque mondiale, du FMI, qui en tenaient lieu. Et quand ces gens arrivaient, le fait qu'on fasse un certain communiqué, que oui, la revue du FMI, de la Banque mondiale est terminée, on causait que c'était un grand exploit économique. Or, vous savez que ces organismes-là ne fonctionnent que sur une chose quand ils regardent les comptes d'un pays, c'est le bottom line, la dernière ligne. Combien vous dégagez d'argent pour pouvoir payer les dettes. Ils ne parlent jamais, ils ne réfléchissent jamais au haut du bilan. C'est-à-dire là où il y a les immobilisations, là où il y a les investissements. Jamais. En cela, ils sont tout à fait dans l'idéologie libérale occidentale où vraiment parler de politique industrielle, c'est un crime. C'est un crime. On considère que vous penchez déjà vers le dirigisme, que les gens se débrouillent et que chacun fasse ce qu'il veut. Il a dit tout à l'heure, et Poutine a fait la même chose. Quand ils ont décidé de faire sortir la Russie du modèle communiste vers un modèle, on peut dire, capitaliste, ils ont pris la décision de créer des milliardaires. Lui, il en a créé à peu près 1 millier, ce qu'on appelle les oligarques. Et le système bancaire a reçu l'instruction de soutenir ces gens-là. Alors, si nous autres, nous ne prenons pas une telle décision et que non seulement les industriels camerounais, quand ils atteignent un certain niveau, ils semblent susciter beaucoup plus de méfiance que de le réflexe de soutien. Il faut se poser la question, où est-ce qu'on va? Donc, c'est tout le modèle économique, et j'en ai terminé, du Cameroun, et le mode de gouvernance qui est choisi, qu'il faut absolument réviser. Nous avons désormais une bourse de valeur régionale. Mais est-ce que vous trouvez normal que depuis qu'elle existe, le deuxième marché, c'est-à-dire le marché des actions, il n'y a que 4 ou 5 entreprises. Elle existe depuis 20 ans, là, avant que je n'aille aux États-Unis. Alors qu'il est simple de demander à ceux qui restent d'entreprises d'État de mettre au net leur bilan et d'aller en bourse, et qu'au lieu qu'elles demandent les subventions du gouvernement
pour pouvoir financer leur croissance, qu'elles aillent à la bourse, n'est-ce pas, soit émettre des emprunts, soit vendre les actions pour pouvoir avoir des ressources pour pouvoir fonctionner. Alors, on a un certain nombre d'outils qui sont en place, mais tout simplement, ceux qui ont la charge de la gouvernance économique semblent ne pas complètement maîtriser la combinaison de ces trucs. Et nous nous retrouvons malheureusement dans la situation où le pays est. Parce que le pays n'est pas seulement en déflation, mais je peux vous assurer que d'ici 6 mois, on est en train d'entrer dans la croissance, et d'ici 6 à 7 mois, je me demande, je ne suis pas pessimiste, je me demande où est-ce que le gouvernement trouvera les 98 milliards de francs qu'il lui faut chaque mois pour payer les salaires des fonctionnaires. C'est 98 milliards chaque 30 jours. Vous voyez le défi. Joseph Boutou, que faudrait-il faire d'autre pour que la politique gouvernementale qui est interpellée ce soir, peut-être pas seulement puisqu'on parle de la sous-région et des devises, c'est un problème global, la BEAC aussi, pour que ce rationnement n'ait pas un impact négatif sur l'économie camerounaise? Nous avions déjà ensemble dans ce plateau abordé des solutions qui sont partagées par tout le monde, principalement encourager la production locale, minimiser les importations au plus utile, créer des zones d'affaires qui peuvent porter des projets de grande production nationale. Mais au Cameroun, avec des problèmes de gouvernance que nous avions de nos élites, ça pose quand même un problème. Il faut créer de grandes entreprises publiques, mais une fois de plus, avec des problèmes de gouvernance, et surtout que nous observons que le Cameroun forme des gens et les emploie par leur juste valeur, parce qu'on ne peut pas comprendre comment le Cameroun peut avoir créé une grande école comme l'Institut supérieur de management public, former près de 100 managers dans cette école chaque année, et je n'ai même pas trouvé un seul de ces produits à grande valeur ajoutée à la tête d'une seule entreprise publique. C'est quand même un problème. Donc on a des ressources comme ça là qui sont diluées, qui sont dissipées comme ça dans l'environnement et qui ne servent à rien, alors que c'est des ressources à très fort potentiel. Donc nous avions un problème de gouvernance de façon globale. Nous avions des solutions. On sait où on peut aller puiser des gens qui peuvent apporter le développement au Cameroun, mais on ne va pas les chercher. Donc on a un véritable problème de gestion des ressources humaines au Cameroun. Il y a la conférence que la Russie va organiser en Afrique. J'ai lu toujours dans Jeune Afrique un représentant de la Russie qui disait qu'il faut qu'en Afrique, qu'il soit créé de très grandes entreprises publiques et privées. Ça, c'est un préalable sur lequel nous ne devons plus tergiverser là maintenant. Mais est-ce qu'on a suffisamment de gens qui peuvent incarner une vision comme celle-là, qui peuvent porter des projets d'envergure au Cameroun? Et il y a un autre problème. Il faut qu'au Cameroun, qu'on comprenne que les jeunes doivent avoir leur mot à dire maintenant au Cameroun. Parce que des gens qui ont 65, 70 ans ne peuvent plus porter la vision d'un Cameroun de 2035 et 2020 parce qu'ils n'y seront même pas là. Comment vous pensez que des gens peuvent vouloir porter un projet qui ne pourront jamais arriver? Quand vous avez 60 ans aujourd'hui, 65 ans, 70 ans, vous portez un projet. Oui, regarde, c'est la vous avez parlé de 150 ans. Vous portez un projet sur 20 ans. Mais laissez des gens qui vont. Laissez les gens qui vont vivre dans 20 ans porter des projets de 20 ans. Mais vous voyez, d'abord regardez dans ce plateau les gens qui ont le plus confisqué la parole ici. C'est moi qui donne la parole. Qui ont le plus confisqué la parole ici. Donnez la parole aux jeunes, donnez les responsabilités aux jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au Cameroun. Parce que, je le dis encore une fois de plus, que le Cameroun n'est pas fait pour vivre 10 ans, 20 ans. Le Cameroun est fait pour vivre l'éternité. Donc,
que les Bédigui cèdent un peu la place aux jeunes. Même dans les plateaux de télévision. On appelle pour son expertise. Laissez les jeunes. Mais il y a plein de jeunes. Vous croyez qu'il y a plein de jeunes qui sont des experts? Ils sont où? Mais je vous ai dit qu'à l'ISMP, là, on forme des centaines d'experts chaque année. Non, Kenza a dit qu'à long terme, on sera tous morts. Alors vous autres, votre mot de la fin, c'est Célestin Bédigui. Alors vous croyez que... Je reviens avec vous sur le mot de la fin. Moi, l'eugénisme, j'y crois. Hein. Ouais, j'y crois vraiment, sauf que je me dis, attention, à côté du l'eugénisme, il faut aussi mettre l'expertise. Pour quelqu'un a dit quelque chose, ça dit que rien n'interdit pour quiconque de faire quoi que ce soit. Et nous autres, à 32 ans, moi j'étais directeur général de société. Hein. Alors, c'est pas un cadeau qui m'a été fait. Hein. Je suis sorti de HEC Paris, je suis venu ici. Le mot de la fin. Et puis voilà. Donc, aux jeunes de se frayer un chemin. J'ai créé, et je vais en recruter, j'ai créé une agence privée de promotion des investissements. Et nous avons dans notre portefeuille une demi-douzaine de grosses sociétés qui vont faire des gros projets. Et je peux vous assurer que si j'ai la possibilité d'utiliser même 1000 jeunes diplômés, et je le ferai, à condition que les conditions de l'environnement économique et financier le permettent. Merci. Que nous posons. Serge Gauthier, le mot de la fin sur cette deuxième question. On a parlé de jeunesse ici. Je vais juste prendre une anecdote dans les offres d'emploi. Une entreprise qui fait dans le pétrole, la distribution du pétrole, une entreprise nationale dans laquelle l'État a 60% des parts, décide de recruter un ingénieur en sécurité informatique et lui demande d'avoir une expérience professionnelle de 10 ans et d'avoir au maximum 35 ans. J'ai un diplôme, un master en sécurité informatique. Un master, il faut l'avoir autour de 21 ans. J'ai ce master. Il y a une entreprise qui fait dans le pétrole qui n'est pas capable de me payer 400 000 francs alors que des gens vont me payer 700 000 francs. Je laisse l'expérience professionnelle. Je laisse là-bas pour venir faire travailler dans ce genre d'entreprise. Il faut qu'on fasse attention quand on propose des offres d'emploi aux gens. De deux, il y a une autre logique, et c'est par là, toujours dans les offres d'emploi, par rapport à la jeunesse. Quand vous ne donnez pas la chance, oui je sais, quand on ne donne pas la chance à cette jeunesse, où est-ce qu'elle va prendre l'expérience? Maintenant, pour répondre à votre question et pour conclure, je voudrais, pour toujours évoquer la BEAC, dire que moi j'habite environ 5 à 10 km de ce studio et j'aimerais avoir la menu monnaie, la petite monnaie, quand je vais rentrer tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un problème de liquidité. Absolument. Je crois que je souhaite que le directeur de la BEAC nous écoute en ce moment et sache que lorsqu'on ne peut pas procurer les pièces aux gens, il y a les billets d'1 franc, de 2 francs. Ça se fait dans tous les pays du monde. Ça va empêcher à ceux qui prennent nos pièces et d'aller faire les bijoux d'en faire désormais. Merci. Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Merci. Oui, quand une économie est en difficulté, ce ne sont pas les jérémiades qui permettent de régler quoi que ce soit. Les lamentations, les machins. Il s'agit, nous avons vu des enfants de 20 ans dans d'autres pays, n'est-ce pas, concevoir des petits projets, de les mettre en place. De toute façon, quand il y a une difficulté dans une société, si vous trouvez la possibilité de résoudre ce problème, c'est un projet. Donc, cette histoire de trouver des emplois et tout ça, le monde va vers l'auto-emploi. Et quand on dit qu'il faudrait qu'on crée des grandes entreprises publiques, non. L'État doit se retirer de cette affaire-là. D'ailleurs, le ministre du Plan l'a dit. Il faudrait que le secteur privé comprenne que c'est lui qui doit porter la transformation structurelle. Merci. Si nous voulons avoir une économie qui a un sens, si nous voulons avoir des devises, ce n'est pas parce que les fonctionnaires vont se mettre à la tête de ces États. On les a vus, on a vu ce que vous avez appelé ici la banque des PME. Je crois qu'ils ont eu 10 milliards, les fonctionnaires qu'on a mis dessus ont d'abord dépensé 5 milliards pour s'installer. Et ils ont distribué 5 milliards et puis ils n'ont plus rien du tout. Donc, ces gens ne peuvent rien nous servir par grand-chose. Ce n'est pas les sociétés d'État qui vont nous permettre de relever notre économie. Joseph Boutozé, de la fin. Oui, moi je dis que le président Poulbiya, un visionnaire, a posé les jalons d'un Cameroun qui doit s'élever. Le président Poulbiya a pris à bras le corps le problème énergétique au Cameroun. Je crois que tous nos barrages là sont en phase terminale. Lorsqu'on va avoir l'énergie à profusion, quand je suis sur le plateau, on pourra aisément construire ces grandes entreprises, ces grandes industries dans 150 que nous appelons de tous nos voeux
pour que le Cameroun puisse ne plus avoir des problèmes de change, des problèmes de devises. Ça peut être dans 150 ans, il y a d'autres Camerounais qui existeront, qui en bénéficient. On verra dans 150 ans. Merci à vous, monsieur Serge Gauthier Onanina, Célestin Bézégui, Joseph Boutouzé et Emmanuel Kounier. Merci, bon retour. Merci à vous à la maison également. Mardi prochain, une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.